Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce 30e épisode de Répétition Minute, je suis à nouveau rejoint par mon ami Diego Asconegui, expert en horlogerie ancienne. Et alors Diego nous avait fait l'honneur de sa présence pour l'épisode 22, pour une petite visite de la ville de Genève, en passant par des lieux intéressants d'un point de vue horloger, avec une thématique, c'était celle du Rhône. Donc on a suivi un petit peu le Rhône et vu des lieux intéressants en horlogerie. Et alors pour cet épisode, qu'est-ce qu'on va voir? Quel va être le thème? Salut Marc et merci de me recevoir à nouveau. Je suis un peu monomaniaque, donc vu qu'on s'est quitté au bord du Rhône, je te donne rendez-vous au bord de l'Arve pour un épisode sur évidemment l'horlogerie, l'architecture, le design et l'art contemporain. Et justement, ce qui fait le lien entre le quartier que j'aimerais te présenter aujourd'hui, qui est le quartier de Plainpalais, et le quartier des Acacias, c'est le pont Hans Wilsdorf. Donc c'est le pont sur lequel on se trouve. Et si je dis Hans Wilsdorf, tu me dis? Je dis forcément Rolex, donc c'est le nom du fondateur. Exactement. Donc c'est un grand personnage de l'horlogerie, disons suisse, même si l'histoire ne commence pas en Suisse, parce qu'elle commence en Angleterre, où justement Hans Wilsdorf va s'installer en 1908 et va créer Davis & Wilsdorf, qui va être sa première entreprise de montres. Des montres qu'il va fabriquer notamment en utilisant des mouvements suisses, qu'il va donc importer en Angleterre et après vendre notamment en Grande-Bretagne, mais aussi dans tout l'Empire britannique. Donc tu imagines Australie, Nouvelle-Zélande et autres. Et il me semble que lui-même n'était ni anglais ni suisse, il était allemand, c'est ça? Exactement. Donc lui, il est allemand, mais il arrive très tôt en Suisse pour un court passage à La Chaux-de-Fonds, notamment. C'est peut-être là qui va avoir ses premiers contrats en tant que représentant pour l'horlogerie, qui va l'emmener en Angleterre. Très bien. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, maintenant qu'on connaît le nom du pont, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce pont? Donc, ce pont est très intéressant parce que déjà au niveau architectural, pour moi, il a ramené une vraie rupture en 2012 dans le paysage genevois. Donc, c'est deux architectes qui sont Brodbeck et Roulet qui vont le construire. Brodbeck et Roulet, c'est des architectes qui travaillent beaucoup avec Rolex, qui ont fait la plupart de leurs bâtiments ici à Genève. Et ce qui est aussi intéressant avec ce pont, c'est qu'il va remplacer une ancienne passerelle qui a été fabriquée par l'armée à l'époque, en 1952, qui avait jamais été remplacée. Ça devenait presque dangereux. La passerelle, des fois, était fermée quand justement l'Arve avait des crues. Et la fondation Hans Wilsdorf, une fondation très puissante ici à Genève, va entièrement financer ce projet de ce pont qui est, comme tu vois, presque suspendu parce qu'il a aucun pilier dans la rivière, ce qui lui donne vraiment des lignes superbes et très modernes. Ok. Il me semble, alors tu me corriges si je dis une bêtise, que c'est le seul pont qui a le nom d'une personne à Genève et que tous les autres ponts, c'est le nom d'un quartier ou d'un lieu ou de choses comme ça. Mais il me semble que c'est le seul qui a un nom propre. Ah, tu me poses une colle, ça serait à vérifier. En tout cas, c'est un des rares ponts qui passe par-dessus l'Arve. Je crois qu'il y en a 8 en tout et celui-là en fait partie. Mais je vais vérifier pour les noms, je te redirai. Ça marche. Et alors, donc là on est en train de marcher sur le pont. Dans nos dos, c'est les Acacias et en face de nous, on va arriver donc sur Plainpalais. Est-ce que tu veux dire peut-être un mot sur les Acacias qu'on quitte? Alors on quitte les Acacias, mais on quitte derrière nous évidemment le headquarter de Rolex. À savoir qu'en fait Rolex est une marque qui va s'installer à Genève en 1920. Avant ça, elle va... Donc il y a 100 ans. Ouais, il y a 100 ans. D'ailleurs, je me demande s'ils vont préparer quelque chose pour le 100e anniversaire. Il faudra voir ça à Bâle là, dans 2-3 mois. Une grande question. En tout cas, je suis sûr que tu y seras. Toi aussi. Donc, Rolex va toujours travailler avec Egger, qui est ce fournisseur de mouvements à Vienne, qui est un spécialiste de la montre dame.
Et dès 1930, il va se spécialiser dans la montre automatique pour créer évidemment ce calibre historique et le Rolex Perpetual qui a évolué, et puis aujourd'hui, enfin, l'histoire n'est plus à faire autour du Rolex Perpetual. Mais ce qui est intéressant, pourquoi Genève, finalement Rolex s'installe à Genève, parce que c'est certainement pour beaucoup de raisons, mais certains historiens se mettent d'accord sur le principe que Genève, au niveau syndical, était plutôt calme. Parce que la société dont je t'ai parlé, donc Egger, qui était basée à Bienne, a subi une grande grève en 1917 qui s'est étendue à toute la ville. Et évidemment, tu peux imaginer comme ça peut affecter la production d'une marque qui est représentée dans le monde entier. Donc voilà, Genève, à partir des années 20, va attirer beaucoup de marques horlogères qui sont pas forcément basées à Genève, comme les grands qu'on connaît, Patek Philippe ou Vacheron Constantin, qui ont une forte relation avec Genève. Genève va attirer finalement d'autres marques. Je pense aussi à Baume & Mercier, par exemple, qui elle aussi a une histoire avec l'Angleterre et l'Empire britannique, qui va s'installer finalement en Genève assez tard. Et Genève va leur offrir déjà un cadre urbain, un cadre où ils pourront rencontrer justement les importateurs de montres, un cadre où des clients extérieurs vont venir, vont pouvoir être accueillis, chose qui est plus difficile si ils devaient aller jusque dans le Jura ou au fin fond de la vallée de Joux. Alors, ce qui est intéressant quand tu parles de l'ancrage de Genève là sur les marques, et tu cites Vacheron, Patek, c'est que et Rolex donc, c'est que et Vacheron Constantin et Patek Philippe, il y a écrit Genève sur leur cadran. Oui. Alors, ce n'est pas le cas pour Rolex. Il y a écrit Swiss Made évidemment en bas des cadrans, comme ça l'est un petit peu partout. Mais c'est intéressant de constater qu'il y a des marques qui vont mettre vraiment en avant le côté suisse, et en particulier Genève et Rolex, qui est hyper implanté dans Genève, comme tu viens de le dire, ça figure pas sur les cadrans. Ah, c'est vrai, peut-être c'est dû aux origines aussi du fondateur, dans Hans Wilsdorf, et à la manière dont il a développé sa marque tout de suite sur l'international et, comme je disais, sur le monde britannique notamment, enfin sur l'Empire britannique. Ok. Voilà. Et justement, dans des cas contraires à ce que tu dis, il y a des marques qui ont rien à voir avec Genève. Je parle par exemple de Audemars Piguet, qui, dans des rares exemples des années 60, tu vas trouver Audemars Piguet Genève, parce que justement, ils vont utiliser la notoriété de la ville et leur vitrine commerciale à Genève pour signer leur cadran autre chose que la vallée de Joux. Ok, intéressant. Ça, je l'ignorais aussi. Alors, on a continué de marcher, évidemment, pendant qu'on marche, on coupe le micro, sinon ça ferait un épisode de 2 heures. Et donc là, on est arrivé sur notre nouveau lieu. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve et ce qu'on va regarder maintenant? Alors, Marc, là, on est à la rue des Maraîchers. Souviens-toi, dans notre dernier podcast, je t'avais dit à quel point il y avait des rues qui étaient marquées avec des noms finalement très paysans, hein, ouais. Sans être péjoratif. Mais un peu quand même. Aucune diplomatie, ce garçon. Hein. Donc, rue des Maraîchers est intéressante parce qu'on trouve encore quelques ateliers de micromécanique et d'horlogerie qui sont bien dissimulés, mais qui nous permettent de juste faire 2-3 mots sur ce qu'est l'industrialisation de l'horlogerie à Genève. Parce que Genève a évidemment une place de choix dans l'horlogerie suisse, mais finalement elle emploie peu de monde. Parce que à travers les années, l'industrialisation va changer, la façon de fabriquer des montres va plutôt se déplacer vers d'autres cantons, et Genève va rester, à des rares exceptions, un lieu industriel. Après, il y aura évidemment des crises comme celle des années 30 qui va être dure pour Genève, parce que je te rappelle que évidemment dans les années 30, c'est la crise économique aux États-Unis, un grand marché de débouchés pour l'horlogerie, et là la ville aura du mal à se remettre de cette crise, du mal à se réorganiser. Avant de connaître vraiment un renouveau, je dirais, dans les années 80 pour arriver aux manufactures qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui est dommage, finalement, dans ces crises et ces réorganisations, c'est qu'on va perdre pas mal de savoir-faire.
Genève était connue pour justement un peu l'indépendance de ses artisans, qui étaient organisés dans ce qu'on appelle la fabrique. On en parlera plus dans le prochain épisode. Mais crise après crise, en voulant industrialiser et regrouper les savoir-faire dans des manufactures, il y a certains qui vont disparaître. Je pense notamment au savoir-faire autour de l'émail. Ok, donc c'était ma question, c'était est-ce qu'il y a un savoir-faire en particulier ou c'est certains types de savoir-faire qui étaient vraiment spécifiques à la ville de Genève, l'émail vraisemblablement. Voilà, tout à fait. Alors l'émail, ça date, hein. On peut remonter presque au XVIIe siècle pour parler des émaux genevois et même XVIe. Mais l'industrialisation, surtout la fabrication de mouvements, a été plus concentrée dans les régions limitrophes, que ça soit même en France voisine et en Suisse. Et Genève va se concentrer plus sur l'habillage, la décoration. Donc ça sera de la joaillerie, du sertissage, de la fabrication de boîtes et autres. Et donc, est-ce qu'on pourrait considérer que tout ce qui est un petit peu métier d'art en horlogerie, c'est plutôt genevois? Voilà, donc Genève est par rapport au paysage horloger suisse dans l'histoire va se différencier par la richesse des décors des montres, mais aussi sans oublier la technicité, parce qu'on a des grands ingénieurs et chronométriers genevois aussi. Mais globalement, oui, c'est vrai que c'est la richesse et la délicatesse des décors des montres et autres parures qui vont faire la réputation de Genève. Ok. Et donc on continue d'avancer et je reconnais là un bâtiment. Alors je pourrais presque le présenter à ta place, mais tu le feras certainement mieux que moi. Je t'en prie, vas-y. Alors on est devant le musée Patek Philippe, donc qui est assez connu à Genève. Il fait partie des choses à visiter quand on est de passage sur Genève, quand bien même on n'a pas un intérêt plus marqué que ça pour l'horlogerie, ça reste intéressant, on découvre plein de choses. Et ce qui moi m'a vraiment plu dans ce musée, dans l'approche qu'il y avait ici, c'est que alors, autant ça s'appelle le musée Patek Philippe, autant il y a plus de montres qui ne sont pas Patek Philippe que de montres de cette manufacture. Donc c'est vraiment quelque chose qui raconte toute l'histoire de l'horlogerie, de la ville aussi un petit peu, et qui est assez riche et qui dépasse juste la marque en elle-même. Ouais, tu l'as très bien présenté. Que dire d'autre? Faut pas manquer une visite au musée Patek Philippe si on vient à Genève. Pour moi, c'est certainement une des plus belles collections d'horlogerie qui existe et qui est montrée au public. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est particulièrement jeune, ce qui date de 2001. Donc la volonté de créer ce musée a moins de 20 ans. Par contre, le bâtiment dans lequel il se trouve, lui, a une relation très forte avec l'horlogerie, parce que je te parlais d'habillage tout à l'heure. Dans ce bâtiment, au milieu des années 30, il va y avoir un fabricant de boîtes très connu qui s'appelle Punti Gennari et qui va fabriquer notamment les boîtes pour les chocolatons de Vacheron Constantin, mais aussi pour moi, ce qui est la montre automatique la plus belle des années 50, c'est la 25-26 de Patek Philippe, qui est juste avec son cadran émail une tuerie absolue. C'est marrant que tu parles de cette ref parce qu'on n'en a jamais parlé ensemble, mais c'est vrai que c'est une très belle montre automatique et que j'aime beaucoup aussi, et j'aime beaucoup la masse, je la trouve hyper belle. Alors à l'époque les fonds étaient pleins donc on la voit pas, mais c'est marrant, je regardais ça il y a pas longtemps, donc c'est marrant que tu m'en parles. C'est pas seulement la seule entreprise qui va occuper cet endroit, il y a aussi Piaget. C'est drôle quand même, ironie du sort. Avant, je pense, par des raisons XY, que ce soit repris par Patek Philippe, ils vont en faire un lieu de production pour finalement faire le musée qu'on connaît aujourd'hui. Mais alors Piaget, c'était un lieu de production, tu dis? C'était une boutique? C'était quoi? C'était un lieu de production de Piaget également, avant d'être un lieu de production pour Patek Philippe. Ah, donc avant que ça soit un musée pour Patek Philippe, c'était aussi un lieu de production. D'accord. Voilà, tout à fait. Et comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas seulement des montres Patek Philippe qui retracent toute l'histoire de la maison. Il y a aussi un bel aperçu de ce qui a été l'horlogerie finalement entre, je dirais presque, le 15e siècle à nos jours.
Et alors moi, je me rappelle, c'était peut-être les pièces qui m'avaient le plus marqué lors de mes visites, c'était les montres de poche de Breguet, parce que tu te rendais compte, en tout cas moi je m'étais rendu compte que les codes stylistiques de design de la main d'Abraham Louis Breguet étaient conservés encore actuellement, et finalement j'ai pas ou peu d'exemples d'horlogerie, enfin d'entreprises horlogères aussi anciennes dont le design n'a pas évolué et est toujours aussi pertinent plusieurs siècles après. Et je trouve ça très très comment dire impressionnant. Ouais. Ça, c'est toute la magie de Breguet. On pourrait y dédier un épisode entier. Et c'est là on voit le succès aussi de cet homme qui était non seulement un inventeur de génie, mais un très bon commerçant et un bon designer, en quelque sorte. Ouais, c'est vrai, parce que quand on parle de lui aujourd'hui, c'est principalement voilà la marque, le tourbillon, enfin vraiment l'aspect ingénierie horlogère, et pas les autres aspects que tu as évoqués. C'est très juste. Ouais. Et alors là, on a le musée qui est dans notre dos, on continue à s'en éloigner et on arrive sur la plaine de Plainpalais. Alors, la plaine de Plainpalais, comme tu remarqueras, c'est très vaste et c'est au milieu de la ville, ce qui te pose plein de questions. Pourquoi on n'a jamais construit quelque chose ici? Simplement, je pense que c'est une volonté de la ville d'avoir un espace à l'époque pour usage militaire, s'il fallait regrouper des troupes très rapidement, ou encore accueillir des événements. Alors, comme la fan zone pendant la Coupe du Monde. Voilà, chacun ses références. Mais notamment ici, Genève a reçu en 1896 l'exposition universelle. Enfin non, pas universelle, nationale, pardon. Et l'exposition nationale, évidemment, avait son pavillon dédié à l'horlogerie. Et à ce moment-là, l'horlogerie était en train de traverser un peu une grande période de transformation. Pour la faire courte, les États-Unis étaient vraiment en avant sur l'industrialisation et du coup, ça avait un impact très fort sur le coût de revient des montres. Alors, ils produisaient en masse et à petit prix et du coup, ça représentait une concurrence énorme pour l'horlogerie suisse qui, elle, encore était sur des techniques, disons, un peu archaïques. Et alors, c'était quelle marque aux États-Unis? Est-ce qu'il y en a qui ont traversé cette époque-là? Alors, il y a des marques, je pense pas que Elgin existe encore, ou Waltman, on entend. Ou, pardon? Hamilton ou pas? Hamilton, je sais pas. En tout cas, c'était, pour certaines, c'était des holdings, donc c'est peut-être que Hamilton a découlé de ça. Ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est que la Suisse va s'inquiéter et va envoyer un peu des espions industriels pour essayer d'améliorer ici en Suisse nos méthodes de fabrication. Et d'ailleurs, il y a encore des outils, notamment pour les connaisseurs, la pince Choc, qui est une pince qu'on utilise sur des tours, un nom américain, qui est certainement une invention américaine qu'on a importée en Suisse. Ok. Et alors, ce qui est aussi intéressant, alors la seule chose que je connais moi d'un point de vue horloger là sur cette place-là, c'est quand il y a les puces tous les samedis et les mercredis aussi, non? Exactement. Donc les puces, maintenant c'est une institution. Ça existe depuis pas très longtemps, depuis les années 70. Mais la volonté de créer ce marché date quand même déjà des années 50. Et c'était un des marchés d'Europe les plus grands, de marché aux puces. Il y a environ 300 exposants, dont, comme tu peux te douter, des gens dédiés à l'horlogerie. Et ce qui est génial, c'est que ici, que ce soit le mercredi ou le samedi, on va forcément croiser des connaissances ou amateurs d'horlogerie. Et les premières questions, c'est qu'est-ce que tu as trouvé, à quel prix tu l'as eu et chez qui tu l'as acheté. C'est des moments très sympas. Et alors, est-ce que toi, justement, tu as eu une super découverte de montres que tu as acheté ici, une anecdote ou pas? Alors oui, j'ai quelques montres chez moi achetées ici aux puces, des déceptions des fois parce que voilà, on apprend à acheter et d'ailleurs t'en parles très bien dans un de tes podcasts. Et comme des petites perles, notamment aujourd'hui, je porte une belle Sima des années 40 qui a un diamètre de 38, ce qui est assez rare pour l'époque. Et oui, je l'ai acheté ici aux puces à un prix absolument très correct. Ouais, c'est intéressant. Alors j'ai moi aussi une anecdote. J'étais en train de déjeuner à un moment, juste voilà une des brasseries autour de la place là, avec un ami qui aime aussi les montres. Et puis
on parlait, puis on parlait évidemment de montres et on parlait de sa collection, et puis on se disait mais c'est dingue, t'as aucune Gégère Lecoultre, alors que tu connais bien la marque, etc. Et puis t'as collaboré avec eux, et puis t'en as même pas eu pour toi dans ta collection. Et puis ouais, c'est vrai, c'est un vrai manque, tu vois. Puis on finit de déjeuner, et puis on se dit bah tiens, on va faire les puces, on va se balader. Et puis on a trouvé un brocanteur là qui vendait ses montres, et puis on a tous les deux flashé sur une montre, lui une petite Gégère Lecoultre vintage justement, et puis moi une petite Tissot anti-magnétique. Et puis on est allé, on lui a demandé de nous garder les pièces jusqu'on aille au distributeur juste à côté, tirer quelques centaines de francs, et puis on a pu tous les deux repartir avec une montre, alors que c'était à base on était parti pour un burger quoi. Non, mais des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Et ce qui est sympa avec la plupart des vendeurs de montres ici, c'est qu'eux-mêmes ont un passé dans l'horlogerie. Donc déjà, ils ont un œil et un vécu qui leur permet de présenter des choses qui sont assez correctes. Évidemment, faut toujours rester méfiant et puis s'abstenir quand on n'est pas sûr de ce qu'on va acheter. Et est-ce que tu crois qu'on peut ici justement du fait de ce que tu dis et que ces vendeurs aient un œil, est-ce que tu crois que malgré tout on peut trouver, faire des bonnes affaires et trouver des montres un petit peu, des bonnes affaires tout simplement? Oui, on peut encore faire des bonnes affaires parce que comme on le voit dans le milieu de la collection de montres, les goûts évoluent. Donc qui sait, aujourd'hui tu peux acheter une Omega digitale que personne va regarder à 200 francs ici, et dans 10 ans elle en vaudra peut-être le double. Voilà, ouais. C'est pas évidemment la spéculation du siècle, mais au moins tu l'auras remarqué et tu sais que voilà, elle va à un moment donné, elle va devenir tendance. OK. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à savoir sur cette fameuse plaine de Plainpalais? Alors, la plaine de Plainpalais, on l'a dit, elle avait reçu cette exposition nationale avec le pavillon horloger. Et maintenant, aujourd'hui, un grand lieu de rendez-vous par les puces. Mais aussi, tu remarqueras, tous les bâtiments qui sont autour de nous ont des affiches de type néon, comme on peut voir au bord du lac à Genève avec toutes les marques horlogères. Ouais. Donc ça, c'est un petit écho à justement ces affiches qui ont plutôt un but commercial, tandis qu'ici, toutes les affiches ont été installées par des artistes, et il y en a 2 ou 3 que j'aime beaucoup, comme le dimanche. Voilà, ça a le sens qu'on a envie de leur donner, mais c'est assez sympathique justement cet écho entre les affiches horlogères et le côté artistique qui émane du quartier de Plainpalais. Après, je voulais continuer un peu à te parler des foires parce que ça c'est intéressant, parce que les foires horlogères finalement ont une vocation autant de faire promotion de l'industrie mais aussi politique. Donc il va y avoir des petites batailles de clochers entre les villes pour savoir qui aura sa foire internationale d'horlogerie. La plus connue évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est Bâle, mais cette foire, faut te dire, au départ c'est pas du tout une foire horlogère, on appelle ça la foire des échantillons. Donc il y a tout type d'industrie. Mais petit à petit, dès les années 30, l'horlogerie va prendre de plus en plus de place. D'ailleurs, je crois que Patek Philippe va participer pour la première fois en 1933 et jamais quitté la foire depuis. Et Genève, de son côté, va faire 2-3 essais un peu manqués d'une foire, notamment dans les années 20, qui va pas être reconduite dans l'année suivante, mais en 1922, voilà, il n'y avait pas l'engouement, et de nouveau, comme je disais, il y a ces petites batailles de clochers. Les fabricants notamment du canton de Neuchâtel, canton de Vaud, n'ont pas voulu se rendre à cette foire. Du coup, elle avait plus de sens. Par contre, il y a un autre événement assez intéressant qui se passait au musée Rath, qui est derrière la plaine de Plainpalais, pas très loin de nous, et qui est Montres et bijoux Genève. D'accord, donc c'est-à-dire que si je reviens à la première foire là qui a eu lieu en 1922 dont tu parlais, elle a eu lieu là où on se trouve. Alors, il semblerait qu'elle a eu lieu ici, parce qu'il y avait des pavillons d'exposition qui pouvaient
accueillir ce type d'événement. C'est intéressant de voir aussi, notamment au niveau de l'automobile, hein, le salon de l'automobile de Genève qui est, je crois, en place depuis 1905, qui avait lieu aussi à Plein Palais parce que les gens avaient assez de place pour essayer les voitures. Donc le lieu était fait pour ça. Donc j'ai pas exactement l'emplacement de ces années 20, mais je pense logiquement qu'il a eu lieu ici. C'était dans le coin. Ok. Voilà. Et alors là, on se trouve devant une statue. Voilà, une statue assez particulière. C'est la statue de Frankenstein. C'était pas sans le savoir que cette histoire a été écrite à Genève. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des passages qui se passent ici à la plaine de Plein Palais, notamment, je crois, l'assassinat du frère du docteur Frankenstein. Et même la créature Frankenstein, elle va s'échapper un moment, aller dans la montagne, puis on parle de la montagne du Salève, donc une montagne qui se trouve vraiment à la périphérie de Genève. Et c'est un joli clin d'œil ici qui a été fait par un collectif d'artistes, parce que comme tu peux le voir, il est en bronze. Ouais. Donc il a un peu cette noblesse des statues de personnes connues qu'on a à Genève, comme Sissi l'impératrice, le général Dufour ou encore Henri Dunant, mais pas du tout le look très noble. Hein. On l'a presque déguisé là en vagabond, donc cette personne qui erre dans nos villes. On voit, regarde, il a un pull à capuche, ça fait un peu badass, un jeans déchiré, et après on reconnaît évidemment Frankenstein qui a été représenté tellement de fois, que ce soit dans des BD ou dans la littérature. Alors on continue de marcher un petit peu, puis on s'écarte là gentiment de la plaine de Plein Palais, jusqu'à arriver là devant un grand bâtiment sur lequel il y a écrit Université de Genève. Donc on est devant, je crois même c'est l'université du Four, parce que l'université de Genève a plusieurs bâtiments au centre-ville, mais je veux pas te parler de ça, je veux surtout te parler de l'horloge qui est devant, qui est une horloge qui fonctionne avec le système d'affichage qu'on peut voir dans les aéroports hein, ou encore les stations de train. Et comme tu peux le voir, l'heure est écrite. Donc, c'est-à-dire, là, il est 3h32. Chaque mot est écrit 3h32. Et dans une minute, évidemment, le flipboard va tourner pour indiquer la minute d'après. Donc, cette horloge, elle est assez design. Elle a été d'ailleurs dessinée par Nicolas Lemoigne, qui est aujourd'hui directeur de l'ECAL, une école de design à Lausanne. De laquelle sortent de nombreux étudiants et qui, pour certains, travaillent dans le domaine de l'industrie. Donc, c'est peut-être une fois on aura l'occasion d'en reparler un peu plus, mais je trouve que les designers sont malheureusement pas souvent assez mis en avant et pourtant un rôle clé dans cette industrie. Alors, sans faire de digression trop large, c'est vrai qu'on connaît finalement très peu les designers pour un modèle donné, ou même s'il s'agissait de citer quelques designers, il y aurait 2, 3, 4 noms qui sortiraient, mais ça s'arrêterait un petit peu à ça. Effectivement, oui, on pourrait tout à fait dire que les designers sont pas toujours mis en avant. Et alors, on a continué de marcher jusqu'à un arrêt de tram, je sais même pas le nom de cet arrêt de tram, et on est à nouveau devant une statue. Exactement, on est à nouveau devant une statue très connue des Genevois, et c'est la statue qui a été créée par Gérald du Cimetière dans les années 80. Je pense à la demande de la ville de Genève, parce qu'il en a créé plusieurs sur cet arrêt de tram. Et étant un artiste de la place genevoise, il a représenté les grands personnages à l'époque du milieu artistique et surtout contemporain de l'époque. Et devant nous, on a en chair et en os, on peut dire, en tout cas chair en bronze, en chair et en bronze à la taille réelle, André Dhuillier. Donc André Dhuillier est un grand collectionneur d'art contemporain. Dans sa vie, il a réuni presque plus de 10 000 objets, tableaux, photographies, cartes postales. 10 000, c'est à peu près le nombre de montres que tu as dans ta collection. Absolument, absolument. Et André Dhuillier a beaucoup milité justement pour l'ouverture d'un musée d'art moderne et contemporain à Genève, qu'on connaît aujourd'hui, qui est pas loin dans le quartier, c'est le Mamco. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette statue, comme tu pourras le deviner, c'est le petit détail de la montre. Parce que l'artiste a quand même poussé les détails très loin.
et on arrive même à reconnaître le modèle et presque la marque, non? Ah oui, clairement, on voit la montre dépasser un petit peu de la manche de la chemise, et on reconnaît évidemment cette forme de boîte, c'est celle de la Royal Oak. On voit la lunette, la couronne, la carrure, tout ça, et c'est très rigolo comme détail. Est-ce que tu sais pourquoi comment cette montre est arrivée là? Est-ce que lui-même l'a portée, on le sait ou pas? Alors, certainement que lui-même l'a porté, parce que, comme je t'ai dit, la plupart des personnages ici sont vraiment représentés de manière très réaliste et fidèle. Et on imagine le personnage, donc dans les années 80, collectionneur d'art moderne, avoir une Royal Oak était vraiment un symbole de modernité très fort. C'est assez logique, ouais. Et donc c'est ici que notre petit tour de la ville de Genève axé sur plein palais s'arrête. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et puis je te remercie évidemment, Diego. Merci Marc, à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.